Donc, pour échanger sur ces lieux, sur comment les penser, comment les bâtir, j'ai le plaisir d'accueillir autour de notre table virtuelle 4 intervenants par ordre alphabétique. Paul Citron, co-directeur de la Parcet, Marion Henry, chef de projet Petite Ville de demain au sein de la communauté de communes Puisay-Forterre, Marthe Pommier, directrice du programme Nouveaux Liens au sein de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, et Maureen Thomer, chef de projet Petite Ville de demain au sein de la même communauté de communes Puisay-Forterre. On y reviendra sur les spécificités de ce territoire. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir accepté de participer, d'apporter votre regard et votre expertise sur le sujet. Et merci surtout à vous tous pour votre fidélité dans les rendez-vous du club Petite Ville de demain. Alors, comme toujours en termes de fonctionnement, on vous invite à poser vos questions dans l'onglet questions et réponses en bas de votre écran et de réserver l'onglet chat discussion aux difficultés techniques éventuelles qu'on espère le moins nombreux possible. N'hésitez pas bien sûr à nous faire part de vos témoignages et on prendra vos questions au fil de l'eau. Et sans plus tarder, je vous propose d'ouvrir cette heure sur un témoignage des chefs de projet de la Comcom Puisay-Forterre avant un échange de questions-réponses avec l'ensemble des intervenants et en prenant vos interrogations et vos témoignages. Donc, j'accueille, comme annoncé, Maureen et Marion. Les voici, chefs de projet sur une communauté de communes qui compte 57 communes, dont 8 petites villes de demain. Donc, je vous propose que vous nous fassiez part de votre retour d'expérience, de vos réflexions, de vos travaux en cours autour de 3 grandes questions. Et pour commencer, qui êtes-vous? Quel est votre parcours? Depuis quand êtes-vous chef de projet Petite Ville de demain? Bonjour, donc moi c'est Marion Henry, je suis designer de formation et j'ai travaillé auparavant dans une agence de design d'intérêt général qui s'appelle Vraiment et dorénavant, donc depuis l'été dernier, chef de projet Petite Ville de demain pour la Puisay-Forterre. Et donc, je suis Maureen Thomer, donc je suis géographe urbaniste. J'ai travaillé beaucoup pour des bailleurs sociaux sur le côté du coup plutôt social de l'urbanisme, on va dire, et également pour une collectivité d'Île-de-France, vraiment sur l'urbanisme réglementaire pur. Et donc, je suis dorénavant chef de projet Petite Ville de demain avec Marion. Merci beaucoup. Je vais vous laisser présenter le territoire du coup. Oui, alors je vais vous le présenter assez rapidement. Donc, la communauté de communes de Puisay-Forterre, elle existe depuis 2007, en tout cas dans sa forme, 2017, pardon, dans sa forme et ses limites actuelles. C'est un territoire d'environ 35 000 habitants sur 1750 km², donc c'est un territoire vaste. C'est un territoire très rural avec des paysages préservés, avec 2 types particulièrement de paysages. Donc, au nord, on a plutôt un paysage de bocage et des zones humides. Au sud, on a plutôt de la zone agricole avec des sols calcaires. Donc, c'est vraiment 2 paysages distincts. Le territoire est très préservé. Il n'y a pas d'autoroute qui passe, en tout cas sur la communauté de communes, ni de gare. Mais il y a des gares tout autour donc, et l'autoroute, donc l'A6 et l'A77. Donc, on est quand même à proximité des équipements, on va dire, de mobilité. Voilà. Les petites villes de demain, donc il y en a 8. C'est exceptionnel, je pense, pour le programme Petite Ville de demain. Donc, c'est pour ça aussi qu'on est 2. Et les petites villes de demain, donc, ce sont des centralités qui représentent, en fait, en gros, les anciens chefs-lieux de canton. Voilà. Donc, elles sont disséminées un peu partout sur le territoire et vous le voyez d'ailleurs sur cette carte qui est affichée. Quoi vous dire de plus sur le territoire? Je pense que voilà, j'ai fait le tour, si ça vous va. C'est parfait, merci beaucoup. Et justement, en lien avec le sujet qui nous réunit aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment, depuis vos prises de poste respectives, vous avez travaillé pour faire émerger la vision des différents acteurs, des habitants notamment, comment vous avez travaillé cette intégration au projet? Alors, je ne sais pas si on a une slide pour le raconter. Alors, le tableau que vous avez sur la gauche reprend donc, différents éléments. Donc, le niveau de participation que vous avez à droite, c'est l'échelle d'Einstein.
ARNSTEIN. Et donc, c'est différents niveaux finalement d'implication qu'on peut avoir des habitants et qu'on a mis en regard des différentes étapes du projet. Donc, du coup, de l'état des lieux à la livraison de projet. Donc, on n'y est pas encore. Donc, on a proposé différents petits formats. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est des formats qu'on peut appliquer à la lecture de territoire et à des projets. Donc là, on est encore dans la fin du diagnostic. Donc, on n'a pas encore vraiment fait des actions par projet, mais c'est ce qui commence à se dessiner sur l'année 2023. On le verra ensuite. Du coup, une des premières actions qu'on a faites, donc, c'est ce qu'on appellerait des entretiens in situ. Donc, qui serait à niveau du coup d'implication des citoyens. Le but, c'était effectivement de faire un état des lieux, de rencontrer les habitants et de les faire participer finalement aux réflexions qu'on pouvait avoir sur leur territoire. Oui. Voilà, donc pour ça, donc on a créé nous-mêmes un stand mobile, vous voyez les petits trous, donc on l'a fait d'ailleurs, on l'a déplacé sur tous les marchés des 8 petites villes de demain. Donc, on a été présente à chaque fois, toutes les deux. Je peux vous montrer sur l'autre slide ensuite. Voilà. Donc, ça, c'est le stand qu'on a trimballé sur tous les marchés. Donc, il est fait tout simplement avec une carte qui a été élaborée de manière assez simplifiée pour montrer les bâtiments principaux et pour qu'on connaisse la ville et que les habitants reconnaissent leur village. Et l'intérêt de ce stand, c'est qu'on a mis une feuille plastifiée au-dessus de cette carte, des crayons Velleda tout simplement, et on griffonnait en gros toutes les paroles des habitants qui venaient nous voir, qui étaient très intrigués aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait un petit toit orange, donc on se faisait remarquer quand même. Voilà. Donc, ils venaient nous voir, intrigués, et on a pu récolter tous les avis habitants sur qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils ont comme réflexion pour le futur, pour la petite ville de demain, justement. Donc, on a noté les réflexions sur cette feuille et ça permet du coup de photographier pour avoir une trace, mais également d'effacer et de pouvoir recommencer, ainsi de suite, sur les autres marchés. Pendant ce temps-là, il y avait également des fiches cartonnées, donc par thématique. Là, vous voyez par exemple les espaces publics, bouger. Ça, ce sont des exemples inspirants, en fait, c'est des exemples qu'on retrouve un peu partout en France. C'est des choses qu'on a glanées, c'est un travail de référencement. Et ça inspire aussi les habitants parce qu'ils étaient tous intrigués à regarder ce qu'il y avait dessus. Et ça permettait de dire ah bah tiens, ça pourrait être bien pour Toussy, tiens, ça pourrait être bien pour Saint-Fargeau. Donc voilà, ça permettait un peu d'ouvrir l'esprit sur plein de projets pour plus tard. Et ce qui est important aussi de noter, c'est qu'on avait fait une sorte de publicité en amont via la carte que vous voyez sur la gauche, donc qui marquait bien les dates des marchés. Ce flyer a été distribué dans les boulangeries, sur les réseaux sociaux, etc. Donc on a pu déjà avoir un impact en amont. Voilà. On pouvait avoir 3 niveaux de questions en fait qui étaient de racontez-nous le territoire, qu'est-ce qui semble qu'il vous manque, et effectivement les cartes à rajouter une petite couche de qu'est-ce que ça vous inspire, parce qu'effectivement quand on est dans le quotidien, c'est aussi être inspiré par des choses auxquelles on n'aurait pas pensé auparavant. On est aussi consciente que voilà, les marchés, c'était une action. On a besoin il y en a d'autres qui sont prévues. On a des publics qui sont particuliers aussi sur les marchés. Même sur place, on en discutait avec les habitants. On l'a fait l'été, donc du coup, on avait aussi des publics. On est dans une région qui est très proche de Paris, donc il y a beaucoup de résidences secondaires, par exemple. Voilà, on a des gens qui sont là aussi un peu en villégiature. Merci. Mais voilà, du coup, ça permettait d'avoir une première approche du territoire et aussi de communiquer sur Petite Ville de demain. Et je pense que c'est quelque chose qui est important pour la suite aussi. Merci beaucoup. Il y a quelques questions, du coup, je vous propose de les prendre de suite. Votre petit chariot de marché, je crois que je connais la réponse, mais qui l'a construit? C'est moi.
D'une part, effectivement, j'ai une formation designer produit, donc évidemment, ça aide dans la conception. Et puis, j'ai la chance d'avoir un compagnon menuisier, donc j'ai pu utiliser ces machines. C'est vrai que si on avait un fablage sur notre territoire, ça faciliterait peut-être aussi ce genre de conception, donc à noter pour plus tard. Est-ce qu'on peut envisager de mettre les plans comme communs pour les chefs de projet? Il n'y a pas de plan, hein, c'est vraiment c'est de la maquette prototype, mais bien sûr, et effectivement aussi, on se disait que les cartes, ça pouvait être aussi. Alors, le problème, c'est comme tout, c'est que là, c'est des photos, donc on est sur les marchés, donc c'est pas très grave d'avoir des photos sans avoir le nom forcément des projets, etc. Mais c'est vrai que s'il fallait l'ouvrir, il faudrait mettre toutes les sources, ouais. Donc c'est vrai que ça demande un petit travail derrière, mais effectivement, je pense que c'est quelque chose qui peut se partager. On va regarder qu'est-ce qu'on peut, en fonction du nombre de retours des autres chefs de projet, s'il y a une volonté très large pour vous éviter d'être inondé. D'ailleurs, je vois Emmanuel Coulombex qui vous sollicite directement pour prendre votre attache avant sa prise de poste. Est-ce que, alors dans les questions, peut-être effectivement quel est le lien avec les élus? Parce qu'on sait bien que sur l'enjeu majeur et aussi l'implication des élus, voilà, en quoi est-ce qu'ils se sont impliqués dans la démarche? Est-ce que c'était soutenu? Cette démarche des marchés, vous voulez dire, du stand? Oui, et de manière générale d'approche. Alors, est-ce qu'ils étaient à l'initiative de la démarche? C'était plutôt, en fait, c'était notre initiative, clairement, c'était notre initiative, mais les élus étaient complètement en soutien et emballés par l'idée dès les premiers instants. Il n'y a pas eu de blocage, absolument pas. Donc, ils sont très contents de cette démarche. Et je pense que dans le futur, ça pourrait aussi nous aider à en développer d'autres, des actions. Je pense que, par contre, il y avait peut-être effectivement une petite inquiétude qu'on peut avoir. Enfin, et c'était aussi l'objet de la slide d'après, à partir du moment où on rend public des réflexions qui peuvent être à la base portées comme politiques. Il peut y avoir une petite crainte. Donc, on a eu la question comment ça s'est passé, bien sûr, mais ça s'est super bien passé. En fait, les gens sont très contents en fait de pouvoir participer à ces réflexions. Et après, encore une fois, c'est aussi pareil, l'objet aussi du tableau en haut. Le but, c'est pas forcément de faire de la participation à toutes les étapes du projet, mais de le faire dès l'amont. Ça permet au moins de montrer qu'on prend en compte le vécu finalement des habitants, et ça permet aussi que les habitants se rendent compte qu'il se passe des choses, et ça peut paraître être juste de la communication, mais c'est vraiment important. Ça permet aussi l'attachement des gens à leur territoire, de participer aux dynamiques qui se mettent en place. Et ça rend réel aussi le Petite Ville de demain. Parce que s'ils ne nous voyaient pas, ils se diraient c'est quoi en fait encore ce programme Petite Ville de demain? Parce que déjà, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui connaissent ce programme. Il faut communiquer, c'est important, mais il faut aussi montrer que ce n'est pas quelque chose d'inutile. On est là derrière et qu'on fait des choses et qu'on est là pour eux et pour les écouter aussi. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vous propose peut-être de continuer, de me tourner vers Paul Citron. N'hésitez pas à répondre directement dans l'onglet questions-réponses s'il y a des choses qui vous semblent pouvoir être répondues par écrit. Et bien évidemment, laissez-les vides pour qu'on les prenne à l'oral le cas échéant un peu plus tard. On y reviendra. Donc, j'ai le plaisir, comme je l'évoquais, d'accueillir Paul Citron, co-directeur de la Preuve par 7, et Marthe Pommier, directrice du programme Nouveaux lieux, nouveaux liens au sein de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. En très résumé, mais ils y reviendront, la Preuve par 7, c'est une démarche expérimentale d'urbanisme et d'architecture qui est un vrai laboratoire de recherche-action dans une logique d'association tout au long des projets des usagers. Nouveaux lieux, nouveaux liens, nous avons déjà eu l'occasion d'en parler dans le cadre du club. On avait eu un webinaire dédié, et Yves Le Breton, directeur général de l'agence, y est revenu encore tout récemment, lundi, lors de la séance d'ouverture. Je laisserai Marthe vous présenter les deux démarches qui ont concrétisé ce beau programme, Fabrique de territoire, et plus récemment, Manufacture de proximité. Alors justement, quand on évoquait le lien avec les habitants dès le début, approche d'immersion, ça fait écho directement au principe fondateur de la Preuve par 7. Et donc, je vais le
je vais laisser la parole à Paul Citron qui aura peut-être envie de réagir à ça ou de nous dire en quoi ça fait écho à la démarche de la preuve par 7. Entendu, bonjour et merci, merci pour cette invitation. Je suis très heureux de participer à ce webinaire. Effectivement, il me semble que ce qui a été présenté, ça participe de ce courant d'un urbanisme qui tente de peut-être se détechnocratiser et de retrouver un peu un lien avec le terrain. Et donc, c'est un peu je pense, ce qu'on essaye tous de défendre ici, c'est-à-dire des postures de projet concret, se dire que finalement, une pratique qui part du lieu, qui part des habitants, elle peut avoir une légitimité et pas seulement de façade. Et donc, effectivement, c'est comment est-ce qu'on arrive finalement en tant qu'urbaniste, en tant qu'élu, en tant que soi-disant expert, à non pas travailler avec l'usager ou l'habitant, mais à travailler en tant qu'usager, en tant qu'habitant, et donc à, de la même manière, donner à l'habitant une légitimité en tant qu'urbaniste. Donc peut-être fusionner un peu ça. Donc la preuve par 7, c'est une démarche associative qui essaye de défendre ces postures de projet donc en proposant différentes méthodes, des démarches, un peu des petits outils pour permettre de déployer ces pratiques d'urbanisme expérimental, parce qu'effectivement, une fois qu'on a dit qu'on voulait faire mieux, qu'on voulait faire différemment, qu'on voulait faire davantage impliquer les parties prenantes, encore faut-il pouvoir le mettre en place. Et bien souvent, les cultures professionnelles, les habitudes de travail, la manière même juridiquement de monter les projets correspondent pas toujours à ce qu'on peut en faire. Donc voilà, globalement, on essaye de promouvoir des programmations dites ouvertes, c'est-à-dire qui soient évolutives, réversibles, adaptables, et donc éviter de dessiner des projets en chambre qui ensuite devront s'appliquer coûte que coûte pendant les années suivantes, et peu importe l'évolution éventuelle du contexte. On a bien vu, je pense, ces deux dernières années, qu'un contexte qui évolue, ça peut faire changer un petit peu la manière de pratiquer l'espace. Et donc, on pense que c'est important d'avoir ça en tête. Et donc ça passe par effectivement résider comme le font Maureen et Marion, par résider sur le terrain, non pas faire du terrain de temps en temps, mais partir du terrain et travailler là. Donc, c'est ce qu'on appelle la permanence territoriale. C'est comme ça qu'à Lunel, par exemple, on a rouvert avec la ville de Lunel et SNCF Immobilier l'ancienne gare de Lunel pour au début, juste la rouvrir et voir petit à petit ce qui pouvait en être fait, étant donné qu'on partait donc de cet endroit, de ce lieu, pour ensuite mettre en place les conditions d'une redéfinition de ce lieu. Donc il y a la permanence, il y a le principe aussi de travailler avec toujours un trio, que ce soit élu, opérateurs et société civile, donc sortir de ce duo un peu machiavélique qui a fait la ville au XXe siècle, qui était le duo élu-expert, et donc qui avait peut-être tendance à exclure un petit peu les autres parties prenantes. Et puis voilà, et in fine, faire en sorte de se permettre de proposer des nouvelles manières de faire la ville. Et en fait, ça passe par ce qui a été évoqué. Et voilà, et ça passe sans doute aussi par un renouvellement à la fois des cultures professionnelles, mais aussi du cadre réglementaire qui permet tout ça. Parce que derrière, effectivement, il y a quand même un cadre juridique. Merci beaucoup. Effectivement, on est peut-être sur une partie plus aval. On y reviendra ensuite avec Maureen et Marion quand on part sur un lieu, mais on retrouve un peu ces principes de permanence, d'installation in situ finalement et d'association large. Et justement, comme c'était évoqué pour la Puisée Forterre, vous êtes parti sur les marchés, qui est vraiment le lieu de rencontre assez emblématique dans l'ensemble des villes et villages qui
qui ont encore, puisque ce n'est pas encore le cas partout, des marchés forains. Il y a également des lieux particulièrement opportuns, en tout cas qui en général catalysent très fortement un engagement bénévole. Souvent, ça démarre d'ailleurs d'un engagement bénévole pour déboucher ensuite sur une concrétisation dans un lieu. On avait eu l'occasion de découvrir le très beau lieu de Saint-Germain-en-Lembron dans le Puy-de-Dôme et l'association La Licorne ensemble avec un éclairage de Marthe Pommier. Marthe, est-ce que voilà, on pourrait revenir justement sur ces lieux? Alors, il n'y en a pas partout, bien sûr, mais là où ils sont, en quoi ça peut participer directement aux démarches qu'on évoque? Et puis, là où il n'y en a pas, quel petit conseil peut-être pour soutenir leur émergence? Oui, merci Juliette. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être juste avant de répondre à ta question, je voudrais rappeler quelque chose qui est toujours très important quand on parle d'engagement des habitants, d'engagement citoyen et auquel on pense pas forcément, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on veut impliquer les gens? Et évidemment, il y a la raison à laquelle on pense tous, qui est redonner un peu de vie à notre démocratie, essayer de réhumaniser ou d'humaniser les institutions pour lesquelles on travaille. Il y a aussi une autre raison qui est très pragmatique et qui n'est peut-être pas aussi importante, mais qui en tout cas est toujours intéressante à rappeler, c'est l'efficacité. Et toutes les démarches de design telles qu'elles ont été évoquées par les chefs de projet à Puisard-Forterre, effectivement, ce sont des démarches qui fonctionnent. Et le fait d'interroger les habitants et notamment les gens qui sont sur le territoire, les citoyens et les gens qui y résident, permet d'avoir des projets qui, in fine, seront mieux adaptés, plus pérennes et qui fonctionneront mieux que quelque chose qu'on fabrique en chambre. Alors, c'est peut-être une porte complètement déjà ouverte, mais au cas où, je voulais insister là-dessus parce que c'est, à force de parler de démarche citoyenne, parfois on en oublie pourquoi on parle de ça. Et effectivement, l'efficacité, et nous, c'est aussi pour cette raison qu'on soutient la preuve par 7 au sein du programme, parce qu'on pense que ce sont des démarches qui sont efficaces pour produire des projets urbanistiques que les gens utilisent et qui leur conviennent. Effectivement, là-dedans, les tiers-lieux ont, je pense, un rôle assez central. D'abord parce que quand on recueille la parole des gens, il faut la travailler. Et je suis sûre que Marion et Maureen auraient beaucoup à dire là-dessus, parce qu'on aime bien avoir des cafés et manger des petits gâteaux aussi. Auraient beaucoup à dire là-dessus, entre la parole brute des gens qui vous disent « moi, je voudrais une piscine, moi, je voudrais un parc, moi, je voudrais une crèche ». Si on se contente de recueillir cette parole et de mettre en place tous les besoins exprimés, on va se retrouver avec des politiques d'aménagement du territoire qui vont être un peu chaotiques, qui vont être très sectorielles, puisque forcément les gens présentent d'abord le besoin qui correspond à leur propre vie. Et donc, comment est-ce qu'on travaille cette parole des habitants? Comment est-ce qu'on les amène justement à se confronter à leurs besoins individuels par rapport à des intérêts collectifs ou différents intérêts de différents groupes? Et comment est-ce qu'on travaille en amont des projets? Le tiers-lieu est un outil formidable de ce point de vue-là, puisque déjà, c'est un lieu intermédiaire. Et ça a été très, très étudié. L'espace dans lequel on est conditionne beaucoup la parole qu'on porte. Une belle salle de classe favorise toujours un meilleur apprentissage pour les élèves, pour prendre un parallèle. Et dans les tiers-lieux, il y a un savoir-faire de la part des gens qui animent ces lieux, dans justement l'accompagnement de cette parole, la médiation, le travail, le chemin qu'on peut faire entre le besoin immédiat qu'on identifie pour soi et ses proches et la construction d'un projet de territoire. Et donc, ces lieux sont pour le coup des vrais outils pour les politiques publiques, pour les fonctionnaires territoriaux comme pour leurs élus, justement de travail, de recueil de cette parole et du coup d'association efficace des habitants pour éviter la frustration qui consisterait à avoir des cahiers de doléances remplis pour, au bout du compte, voir ses propositions écartées sans trop savoir pourquoi, ce qui est parfois le résultat de certaines démarches d'associations qui partent de très bonnes intentions à la base. Et donc, pour répondre à la dernière partie de ta question, Juliette, sur qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas cet outil magique sur son territoire, je pense qu'effectivement, en créer un, c'est bien. Ou alors, regarder si on a un pas très loin aussi. Et effectivement, la démarche fondatrice du tiers-lieu, c'est la communauté. C'est le collectif alors d'habitants et ou de professionnels, hein, pas forcément des bénévoles, comme tu l'évoquais. Ça peut aussi être un projet qui part à la fois d'une volonté de la puissance publique et des habitants du territoire, en co-construction. Ça peut être très intéressant. Mais en tout cas, le premier facteur de succès d'un tiers-lieu, c'est justement qu'il émerge.
même s'il est un peu suscité, même s'il est inné d'un dialogue. Il faut absolument qu'il émerge d'un territoire et d'une communauté de personnes qui se disent on a envie de promouvoir cette façon d'habiter la ville ou le village, et on a envie de promouvoir cette façon intermédiaire, ce lieu intermédiaire qui permet de faire du lien entre les gens qui habitent et les gens qui décident. Merci beaucoup, Marthe. Ça me permet de me tourner vers Maureen et Marion, de revenir en Puisé-Forterre. Alors, vous allez nous dire, est-ce qu'il y a un projet de tiers-lieu? Peut-être la maison du projet en sera un, je ne sais pas, vous allez nous dire. Est-ce que, justement, vous nous avez présenté la démarche d'installation, finalement, du projet de la Puisé-Forterre, je ne sais pas comment, Puisé-Forterrain, je ne sais pas trop, pardon. Puisé-Forterre, tout simplement. Puisé-Forterre, parfait. Je vais éviter de me lancer dans un nouvel acronyme que l'administration adore. Et du coup, est-ce que vous pourriez revenir justement sur le long terme? Donc, vous avez présenté votre matrice générale. Vous avez évoqué que ce n'était pas forcément quelque chose à faire tout le temps, etc. Et Marthe l'évoquait bien, il y a un sujet de maturation aussi des idées qui émergent. Est-ce que d'ores et déjà, vous avez identifié des projets concrets sur lesquels vous souhaitez l'appliquer ou vous avez commencé à l'appliquer? Comment vous envisagez de le faire? Ça va répondre à des questions aussi qu'on avait eues dans questions-réponses. Du coup, là, en fait, on est sur une phase où on a les projets des communes. On commence à avoir vraiment des précisions sur les projets. Et donc, ça va enchaîner sur d'autres formats d'action. Je ne sais pas, on avait une slide sur le sujet, je ne sais pas si il y a une slide, ça sera plus simple, je pense. Mais... Parce qu'il y a deux questions qui sont sorties, c'est qu'est-ce qu'on en a fait? Alors, et qu'est-ce qu'on va en faire? Et du coup, c'est la slide d'après. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on en a fait? Oui, tu peux répondre. C'est qu'en fait, on a récupéré donc, du coup, les illustrations des petites villes et on a un peu peaufiné les projets. Donc, il y a des projets qui étaient transversaux. Donc, on les a sortis un petit peu de ces cartes-là. Et on a fait une communication sur les projets. Donc, ça a pris un peu de temps finalement parce qu'il y a du contenu qui est évidemment à valider avec les élus. Et en fait, on a fait des petites cartes comme ça, des projets qu'on a dit en cours et à venir pour chacune des petites villes de demain. De la même manière, ça peut paraître assez anodin, mais c'est une façon aussi d'aider à se projeter finalement dans ce qui va se passer dans les communes. Et c'était aussi l'occasion, donc le fait de le mettre sur les réseaux sociaux, donc c'était le partager et la forme compte beaucoup. Notamment dans la forme évidemment de comment on raconte les choses avec par exemple une illustration de la ville, mais aussi la forme on va dire écrite. On a travaillé à ce qui est effectivement des choses qui soient à l'affirmative, mais un petit enjeu aussi à mettre les choses sous forme de questions. Quel que soit l'état d'avancement des projets, parce qu'on a des projets qui sont vraiment à des états d'avancement différents, mais cette forme-là, ça permet aussi d'impliquer les gens à se sentir, au moins à se sentir écoutés. Et du coup, on l'a vu sur les réseaux, il y a des gens qui ont commencé à répondre, bien que c'était un peu des questions qu'on va poser pour la suite, mais ça a tout de suite initié une envie de participer à la réflexion. Et ça, les élus l'ont bien compris, c'est que ça, voilà, on est à l'état de projet, il n'y a rien qui est ficelé, et donc du coup, ces projets vont évoluer. Et en fait, c'est à double avantage finalement cette chose-là. C'est vis-à-vis des habitants, ça permet d'ouvrir la réflexion et qu'ils arrivent à se sentir impliqués. Et de l'autre côté aussi, nous, ça nous permet de ne pas faire de fausses promesses et de dire, voilà, on va faire ça. Non, ça permet aussi de se dire, voilà, on se pose des questions, les choses vont avancer petit à petit. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir aussi en jouer finalement, parce qu'on est quand même en général sur des projets qui vont prendre plusieurs mois et plusieurs années. Donc voilà, c'est pour bien montrer aussi que les choses ne sont pas complètement ficelées. Et l'autre question aussi, c'était donc du coup, il y avait ces attentes de qu'est-ce qui se passe. Donc du coup, on a publié ça la semaine dernière. C'était un peu notre carte de vœux finalement pour les petites villes de demain, Puisé-Forterre. Et comme on pose des questions, bien sûr, il va y avoir des suites. Et donc du coup, on a fait ce petit calendrier. Donc c'est pas pour faire de la pub, mais c'est vrai que c'est quand même assez pratique. On le fait sur Miro et avec nos collègues. Et c'est important de le dire parce que on a des collègues thématiques. Et le but, c'est aussi de pas se marcher sur les pieds, que l'office de tourisme qui peut faire des animations l'été, d'autres collègues aux côtés qui vont faire des animations, qu'il y ait une certaine cohérence aussi dans la manière dont on va faire des animations sur le territoire. Et donc, du coup, on va vous présenter un peu ce qui est prévu sur l'année pour Petit Villes de demain.
Donc, on va commencer par justement notre première action qui est importante, c'est la maison des projets. Donc, la maison des projets, c'est un peu ce qui est équivalent dans les villes pour tout ce qui est politique de la ville. Donc, c'est tous les projets de renouvellement urbain, notamment, on voit beaucoup ça. Pourquoi pas l'intégrer en milieu rural sur le programme Petite Ville de demain. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir un lieu fixe dans chacune des petites villes de demain, donc mis à disposition par la commune. Pour l'idéal, ce serait un rez-de-chaussée visible de la rue, très central, en centre-bourg. Donc, c'est l'idée de faire ça à partir du printemps. L'idée de ce lieu fixe, c'est d'être identifié par la population, donc avec tout l'affichage qu'il faut, la signalétique qu'il faut également. C'est des permanences qui vont être organisées, on verra exactement comment plus tard, mais ça va être des permanences, donc par nous-mêmes, Marion et moi, mais ça pourra aussi être occupé, cette maison des projets, par d'autres acteurs, par exemple par le CAUE ou par d'autres collègues de la communauté de communes de Puisay-Forterre, selon les projets. Il faut savoir qu'on est un territoire où il y a quand même beaucoup d'acteurs associatifs qui font aussi beaucoup de choses. Ça rejoint aussi la question des tiers-lieux. Hein. Il y a beaucoup de dynamiques aussi qui viennent du terrain et on veut pouvoir être le lien aussi de toutes ces dynamiques et côté collectivité et côté associatif, privé. Ouais, complètement. Donc, voilà, ça sera un lieu où on présentera les projets, où on pourra mener des ateliers avec la population sur tous les publics. Donc, on a bien identifié plusieurs publics. On veut toucher le maximum de profils et permettre aussi de faire éclore de nouvelles idées pour la suite des projets selon leur niveau d'avancement. Ils ne sont pas tous au même niveau non plus, nos projets. Et les projets des élus. et c'est l'occasion de travailler et des sujets où on n'a pas forcément de projet et qu'on souhaite explorer, et aussi de prendre des projets aussi qui sont avancés. Donc c'est ce qu'on disait aussi, on nous demandait où est-ce qu'on se situait dans l'échelle, ça dépend, et ça dépend des projets, et effectivement il y a des projets qui relèvent vraiment de l'identité locale et qu'on ne peut pas faire sans faire participer les habitants pour vraiment que ce soit teinté finalement de ce que veulent les habitants. Alors, en deuxième format qu'on a pu identifier, c'est ce qu'on aimerait mettre en place, c'est des sorties découvertes. Alors, c'est des sorties qui existent déjà. C'est le CAE qui fait beaucoup ça et ça permet notamment de sensibiliser les élus sur pas mal de thématiques. On aimerait mettre ça en place également, par exemple, justement pour faire découvrir des tiers-lieux sur le territoire et au-delà de la CCPF. La CCPF, c'est Communauté de communes de Puisay-Forterre. Donc, l'idée, c'est de faire découvrir des tiers-lieux de manière concrète parce que c'est un mot qui peut paraître assez valise et qui fait écho à tellement de représentations que ça peut être très, très vague très rapidement pour tout le monde, pour la population ou pour les élus. Et donc, c'est pour montrer qu'il y a plein de formes possibles, plein d'espaces, de types d'espaces possibles, mais également de modèles de gestion possibles. Donc, c'est montrer un peu différentes façons de voir les choses et différents types de tiers-lieux. Voilà, mais ce n'est pas que montrer des tiers-lieux. Ensuite, l'idée, c'est de montrer aussi d'autres choses sur d'autres types de sujets. Hein. Ça ne sera pas forcément que ça. Donc ça va avoir lieu assez rapidement également. Un dernier format qu'on aimerait mettre en place également, mais ça sera plutôt pour l'été, c'est les cafés Petite Ville de demain. Donc, c'est tout simplement être dans des cafés. Après les marchés. Après les marchés, voilà, c'est ça, dans les centres-bourgs, et pouvoir avoir la population qui est là, présente, et leur proposer un appareil photo jetable qui vont pouvoir trimballer dans la commune pour nous montrer et photographier tous les lieux qu'ils apprécient, qu'ils aiment, par exemple. Et à la fin, tout l'intérêt, c'est de faire une exposition habitante sur tous les lieux aimés et faire découvrir le territoire à travers les yeux des habitants. Et donc, c'est redécouvrir les choses un peu différemment. C'est une sorte de cartographie sensible. Voilà. Donc ça, c'est notre idée pour l'été. Merci beaucoup. Voilà. On reviendra juste après. De toute façon, ça suscite énormément de questions à la fois très opérationnelles et un peu plus vastes. Donc, pareil, on poursuit les échanges en parallèle sur l'onglet questions-réponses et en direct. Je vais me tourner vers Paul. Quels conseils vous pourriez donner à des porteurs de projets
des chefs de projet qui souhaitent aller vers des méthodes expérimentales. Voilà, peut-être quels freins vous avez évoqué un petit peu tout à l'heure de manière peut-être elliptique, comme ça nous a donné envie d'aller plus loin. Quels freins sont rencontrés le plus souvent et puis surtout comment on fait pour passer outre? Effectivement, oui. Une fois qu'on veut appliquer appliquer ces méthodes pour les développer, il y a des nombreux freins. Je pense que le premier, c'est souvent que d'habitude, on ne fait pas comme ça. On n'a pas l'habitude de faire ça. Et que du coup, ça peut vouloir dire que, on se le représente comme impossible parce que ça n'a jamais été fait. Or, il y a premièrement le fait que, en réalité, d'autres l'ont fait. C'est-à-dire que les méthodes dont on parle, là, les méthodes que propose ce courant, c'est pas des choses qui datent d'hier. C'est vieux comme la ville, en fait. Mais le truc, c'est que c'est souvent c'est souvent assez confidentiel, assez discret, et donc du coup, ce qui est important, c'est d'aller peut-être chercher des exemples ailleurs. Et je voyais qu'il y avait beaucoup de gens dans le chat justement qui demandaient des exemples de ci, de là, et je pense que c'est bien de pouvoir s'en inspirer. Il ne s'agit pas de les dupliquer exactement, c'est pas aussi standardisable que ça, mais par contre, s'inspirer, c'est très bien. Et donc pour ça, la preuve par 7, on est en train de développer un centre de ressources qui doit permettre justement de proposer un peu des exemples et de pouvoir mettre en open source finalement différentes méthodes. Ça peut être des récits, ça peut être aussi bien des conventions, des documents juridiques, des documents économiques. C'est important aussi de savoir combien ça coûte dès le début, voilà, combien a coûté le chariot par exemple. Et bien souvent, on se rend compte qu'en fait, c'est des investissements économiques qui sont peu importants au regard de ce que ça génère. D'autre part, un deuxième écueil, ça peut être le manque de légitimité, parce qu'on ne l'a jamais fait, du coup, c'est qu'il ne faut pas le faire. Et donc là, en fait, il s'agit de culture professionnelle et on propose comme ça de pouvoir un petit peu former les élus à travers des sessions de formation pour montrer que finalement, oui, ça existe, oui, c'est légitime, oui, des villes comme Rennes, comme Paris, des villes, des grandes villes avec des grosses administrations qui ne font pas n'importe quoi, mettent en place ce genre de démarche. Donc, ça veut bien dire qu'on trouve le cadre pour le faire. Une fois de plus, je pense au cadre juridique qui est essentiel pour donner de la confiance un peu à tout le monde dans ces projets. Ensuite, il peut y avoir des écueils techniques, réglementaires. Et là, il faut plutôt se tourner vers des experts, c'est-à-dire ça peut être des experts au sein de l'administration, ça peut être des experts qu'on arrive à mobiliser. C'est pour ça que donc, la preuve par 7, on propose justement de réunir un peu ce réseau entre des collectivités qui l'ont déjà fait, des gens de l'administration centrale, des gens des services déconcentrés, et pour essayer de débloquer des points de blocage un peu juridiques ou réglementaires. Pour ça, on a mis en place un questionnaire pour que des porteurs de projets qui se trouvent confrontés à des blocages puissent les faire remonter et qu'ensuite on essaye comme ça d'accompagner, de donner un peu des solutions, de donner un accompagnement en ingénierie à ces porteurs de projets. Et enfin, je pense que le dernier problème, c'est la confiance. Et que bien souvent, il faut arriver à faire confiance, à se faire confiance et à sortir. Je pense que voilà, la logique de défiance, elle n'existe pas qu'en urbanisme, malheureusement. Et voilà, elle est présente. Et peut-être que c'est ça qu'il faut avant tout retourner. Et c'est en partant du principe qu'on est légitime et qu'on peut a priori se faire confiance qu'on arrive souvent à mettre en place collectivement des choses, il me semble. Merci beaucoup, Paul. Je vais me tourner vers Marthe, peut-être pour revenir sur les tiers-lieux. On a vu, il y a eu pas mal de questions, d'exemples d'ailleurs. On a essayé de vous en mettre au fil de l'eau, mais Marthe reviendra peut-être dessus. Je l'évoquais très rapidement en ouverture, mais il y a une nouvelle démarche autour des manufactures de proximité, de tiers-lieux productifs. Est-ce que, Marthe, tu pourrais nous en dire deux mots? Et puis voilà, en quoi cette forme de tiers-lieu un peu spécifique peut contribuer
à dynamiser ou susciter encore plus d'engagement et de participation? Alors, les manufactures de proximité, c'est effectivement un financement qui est en cours à l'Agence nationale de la cohésion des territoires et qui vise à financer des tiers-lieux qui ont une vocation essentiellement productive, donc à destination des professionnels. C'est un type d'engagement du coup qui est un peu différent. C'est l'objectif de transformer, en tout cas de faire évoluer le rôle de l'entreprise sur un territoire à une échelle de très grande proximité, en proposant à des artisans, à des professionnels de se rassembler dans un lieu en mutualisant leurs moyens, donc principalement des machines, puisqu'on est beaucoup sur de la production artisanale, mais aussi, pourquoi pas, des compétences en communication, en marketing et un très fort aspect aussi volet sur la formation, puisque les économies d'échelle en matière de formation sont aussi très importantes dans ce type de lieu, et une ouverture au public. C'est là tout l'aspect tiers-lieu de manufacture de proximité. Donc d'abord un lieu destiné à accueillir des professionnels pour les accompagner à développer leur activité et contribuer aussi de façon modeste, mais quand même à la relocalisation de la production et au fait de fabriquer local et de travailler en circuit court et en économie circulaire. On a beaucoup de projets d'ailleurs de reconditionnement, de réutilisation des déchets, etc. Mais aussi du coup d'être ouvert au territoire. Alors concrètement, ça veut dire pouvoir accueillir par exemple les écoles pour faire des démonstrations et de la sensibilisation à différents types de métiers, accueillir les gens le week-end dans une boutique qui vend les objets ou des activités qui n'ont pas forcément de lien comme une restauration ou des lieux de convivialité, ce qui du coup permet d'allier le tiers-lieu avec l'activité productive et de connecter l'entreprise à son territoire via d'autres façons que simplement la vente et la fabrication de ces produits. Voilà, très rapidement. Merci beaucoup, Marthe. On va voir si nos participants souhaitent qu'on y revienne. J'avais une question pour Maureen et Marion. Il y a eu pas mal de questions qui ont tourné autour de ce sujet-là. Donc, je vais me permettre une reformulation et j'espère être à peu près fidèle à vos demandes. C'est comment on concrétise, c'est-à-dire comment on passe du recueil de la parole et puis on l'a fait mûrir, comme l'évoquait Marthe, de transformer, d'interpréter, de faire mûrir collectivement et faire émerger du collectif à partir du recueil de questions ou d'attentes individuelles. Et comment, une fois que ce travail, ce process-là est fait, ça irrigue, ça s'articule avec la décision politique dans le projet, avec ce que certains évoquaient de risque, sinon de dire on nous a consultés, mais on n'en a pas tenu compte. Donc, est-ce que ça, vous l'appréhendez déjà? Est-ce que vous y êtes confronté? Comment vous l'envisagez? Alors, on y est déjà un petit peu confronté, mais notamment aussi sur la frustration. Quand même, les marchés, c'était l'été dernier. Donc, c'est effectivement, nous, on voyait un peu une urgence à publier finalement le retour de ces projets pour l'instant, c'est sur les réseaux et la suite, ça sera dans les maisons des projets. Par rapport aux élus, ça permet aussi de mettre en récit les projets. Et ça, c'est à deux niveaux. Donc, et pour eux, du coup aussi, pour permettre effectivement de raconter le projet, alors, je ne sais pas comment ça se passe d'ailleurs, mais ici, on a les conseils communaux sont très importants c'est aussi le moment où on peut aussi outiller pour justement fédérer autour des projets, pouvoir aussi projeter des choses. Et comme je le disais, le fait rien que de poser des questions, ça permet aussi de dire, voilà, d'assumer le fait qu'il y a des choses qu'on ne sait pas encore. Donc ça, c'est un des premiers points. Un des autres points aussi, et ça, je pense que c'est pour tout chef de projet, c'est assez utile. Le fait de raconter, ça permet aussi de monter des dossiers de subvention, de pouvoir aussi projeter des choses. Et ça, c'est des choses... Alors, nous, on l'a vu, nous, on en monte des projets, mais en fait, comme je l'avais dit, et ça, c'est le point un peu idéal, c'est que ça permet aussi de monter des projets avec des partenaires de terrain, que sont les associations, qui sont aussi des habitants, évidemment, qui sont en contact avec des publics parfois spécifiques. Et en fait, ce récit-là, ça permet aussi que chacun prenne sa place. Là, ce n'est pas forcément le cas tout de suite dans les cartes qu'on a faites, mais à un moment, on va avoir des scénarios où on va savoir qui fait quoi. Et c'est qu'on va aller dans la précision des projets, notamment dans les maisons des projets, c'est ce qu'on va faire, c'est vraiment faire des scénarios et de se dire, dans ce projet-là, qui va faire quoi? On a un projet de bibliothèque, par exemple, c'est hyper important de savoir que la documentaliste, elle va avoir un rôle clé. Et en fait, plus on met des choses dans la liste de ce que va faire ce lieu,
plus on se rend compte qu'elle va peut-être pas y arriver toute seule et qu'en fait, il va falloir travailler avec des acteurs autour. Le centre social est très dynamique aussi. Enfin voilà, ça va permettre un peu de faire ce scénario avec des personnages, qui fait quoi, à quel moment. Et ça, c'est très important. Et je sais pas si... Oui, enfin, on se disait aussi que sur la question des publics en particulier, la maison, enfin, il y a des publics qu'on n'a pas encore vus et on voudrait aussi, sur la maison des projets, pouvoir accueillir des publics spécifiques pour les faire participer. Et on le voit ici, il y a beaucoup une entrée par les écoles, effectivement, pour toucher les jeunes. Mais aussi les personnes âgées. Enfin, tous les publics vont être pris en compte. Et oui, enfin voilà, des publics spécifiques. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est des publics qui sont, comme on le disait, des associations qui travaillent déjà avec eux. La question qui va se soulever après, et on n'a pas forcément la réponse, on va voir comment ça va se passer avec ces premiers événements, mais aussi comment on les croise, parce qu'on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'actions d'animation qui sont faites, par exemple, avec les écoles. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont voilà, un peu des canaux spécifiques et peut-être que dans un monde idéal, on arrivera aussi à ouvrir tout ça et faire des tiers-lieux qui croisent et mixent les populations. Merci beaucoup. Effectivement, on a vu lundi, on a beaucoup échangé sur l'engagement des plus jeunes, voilà, à la fois comme bénéficiaires de démarches notamment associatives, mais aussi comme force vive à mobiliser. Donc, merci pour cet éclairage sur les publics. Alors, ce que je vous propose, je vais tenter, avec tout ce que ça emporte, un mini résumé des principaux points. Et puis, je vous propose ensuite de vous passer la parole à tour de rôle, peut-être pour que vous puissiez nous redire s'il y a un point particulier qui vous semble important à retenir de ces échanges, un point méthodologique, de conseil pour les élus et les chefs de projet qui nous écoutent. Moi, ce que j'ai entendu de vos différentes interventions, le premier point, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul à engager ces démarches et vous n'êtes pas seul non plus, bien sûr, dans votre territoire. Et on a bien entendu l'exhortation de Paul Citron à se faire confiance pour susciter la confiance. Enfin, je le résume comme ça, en tout cas, c'est ce que j'en ai compris. Donc, il y a vraiment un premier point essentiel. Ça fait toujours ça peut faire peur en tout cas, pas toujours, mais ça peut être toujours un peu perturbant. Et d'aller oser, c'est vraiment tout l'idée de ce club, de vous permettre aussi d'échanger entre vous, de vous rassurer. Il n'y a pas de petits pas dans le grand chemin dans lequel nous sommes tous embarqués. Donc, le plus dur, le plus souvent, c'est de faire le premier. Et puis ensuite, voilà, d'avancer progressivement et d'avoir des petites victoires qui permettent derrière d'aller en chercher des plus grandes. Le deuxième point important que j'entendais, c'est la contribution aussi à la mise en récit du projet. On en parle beaucoup, notamment avec nos amis et partenaires du PUCA, donc l'équipe qui porte de la recherche-action dans de nombreuses petites villes de demain, avec tout l'enjeu justement de contribuer par ce temps du projet territoire à construire son récit, à construire le récit du projet. Et cette parole recueillie et cette participation y contribue directement. Et effectivement, c'est un point important. Et là, c'est directement opérationnel, voilà, c'est un outil très clair pour porter et pour bâtir un projet politique et le projet des élus. Et puis, le troisième point, peut-être, moi, que je retiens aussi de vos interventions, c'est qu'il y a des outils, des lieux qui existent, alors des lieux comme les marchés forains, des lieux en devenir comme des maisons de projet. Et d'ailleurs, il me semble que les services civiques dont on a abondamment parlé, on en reparlera vendredi, peuvent tout à fait pour être des bons pourvoyeurs en force vive pour vous épauler, pour animer ces maisons de projet. Et puis, bien évidemment, les tiers-lieux qui sont de magnifiques lieux qui incarnent des collectifs engagés. Je n'ai pas paraphrasé Marthe parce que je le dirais bien moins bien qu'elle. Mais voilà, donc on a en tout cas une diversité de lieux qui peuvent permettre d'accueillir à tout moment ces échanges. Le deuxième point dans les outils, l'importance de penser à faire mûrir la parole collectée. Ce n'est pas à prendre tel quel, ça je pense que tout le monde y a pensé, mais c'est très important peut-être aussi de l'expliciter dès le début. Qu'il n'y ait pas d'impression de perte en ligne de la part des personnes qui ont donné la parole, qui sachent aussi qu'ils alimentent un processus collectif. Et puis, l'importance de l'association dans le temps. Et puis, le troisième angle, c'est qu'il y a des méthodes qui existent.
qui ne sont pas forcément nouvelles, révolutionnaires, certaines plus que d'autres, que ce soit dans le fond ou dans la forme. En tout cas, appuyez-vous sur ces méthodes. Il y a des possibilités d'accompagnement aussi, bien évidemment. On y reviendra. Hein. Il y a des prestations d'ingénierie qui peuvent vous épauler quand vous n'avez pas la compétence et l'expérience de Maureen et Marion en la matière. On sait qu'il y a une grande diversité de profils parmi les chefs de projet. Et on a eu l'occasion d'en parler. Vous pouvez avoir cette compétence acquise et vous sentir très à l'aise pour le lancer, peut-être un petit peu moins. En tout cas, c'est bien l'objet du club de vous épauler pour ça. Puis de manière plus générale, que vous puissiez vous appuyer sur des accompagnements. Et puis, par exemple, s'il y a des enjeux forts de transformation d'un lieu particulier, il y a des structures comme la preuve par 7 qui peuvent aussi vous aider à penser, à travailler dans le temps long cette transformation avec un angle de participation. Voilà, chers intervenants, j'ai tenté un résumé. J'espère que vous n'allez pas me dire que je suis complètement à côté de la plaque. Et maintenant, je vous cède la parole pour faire un petit tour de table. Je ne sais pas qui souhaite réagir en premier. Peut-être, voilà, si vous avez un conseil, un point clé à retenir. Je vois Maureen et Marion qui rient, donc ça sera elle en premier. Moi, je faisais la remarque qu'en fait, on a aussi besoin d'aide parce qu'effectivement, on est que 2 sur 8 petites villes. Mais c'est aussi un des enjeux importants. Il y a quelqu'un qui demandait si on le faisait sur juste un endroit ou sur les 8 petites villes. Et c'est vrai que comme on est sur un grand territoire, c'est vraiment très important d'être, mais du coup, je vais répéter ce que disait Paul Citron, mais c'est vrai que d'être présent et d'être identifié en tant que personne aussi. Après, on a aussi la problématique de on ne peut pas aller au marché sans être identifié derrière, mais c'est un peu le jeu. Et c'est vrai que ça nous imprègne, nous aussi, dans notre travail d'action sur le territoire, quoi, de participer avec les habitants. Voilà, ce sera mon mot de la fin. J'ai coupé mon micro, pardon. Paul, souhaitez-vous donner, voilà, s'il y a un conseil, un point clé un peu à retenir de votre point de vue? Non, mais vous l'avez très bien résumé. Enfin, pour moi, l'enjeu aujourd'hui, là où on en est, c'est justement comment est-ce que tous ces signaux faibles, un peu, ils gagnent en légitimité. Comment est-ce qu'ils sont plus accessibles? Comment est-ce qu'on arrive à convaincre des gens, des professionnels qui ont des années, des dizaines d'années d'expérience et qui n'ont pas l'habitude de faire comme ça, ou des élus qui forcément mettent en jeu leur responsabilité, que oui, on peut faire différemment, et comment est-ce qu'on rend tout ça reproductible sans nous, quelque part, et comment est-ce qu'on fait rentrer dans le droit commun des choses qui, aujourd'hui, paraissent expérimentales, paraissent hors du commun, alors qu'en fait, il me semble que pour répondre aux 2-3 enjeux de société auxquels on fait face aujourd'hui, en fait, on n'a pas d'autre choix que de généraliser tout ça. Merci beaucoup. Marthe? Allez voir autour de vous, c'est vraiment le conseil que j'ai envie de vous donner. Il y avait encore une question là qui disait on voudrait prendre le virage de la parole citoyenne, comment fait-on? Je parle pour moi, peut-être les plus mal placés pour répondre à cette question, parce que même si j'ai déjà des tonnes de réponses à vous apporter, je pense que ce qui vous sera le plus utile, c'est vraiment d'aller voir, et souvent, c'est pas très loin, des lieux qui y arrivent déjà. Et la manière sensible et l'expérience et le partage d'expérience, c'est vraiment la première et la façon la plus efficace de développer une démarche quand vous le souhaitez, parce que ça existe déjà, donc du coup, on peut se dire que c'est possible parce que d'autres l'ont fait, et ces personnes-là seront les mieux placées pour vous donner des conseils. Merci Marthe. Et emmenez vos élus faire ces visites aussi. Tout à fait. L'approche sensible vaut aussi et surtout pour les décideurs s'ils ont besoin d'être convaincus. Merci beaucoup à vous 4 et à tous les participants. Je n'ai même pas regardé combien vous étiez, j'en suis navrée, 190. Vous êtes formidables. Merci beaucoup de nous avoir suivis pendant toute cette heure. Aujourd'hui, nous finissons pile à l'heure et j'en suis très heureuse.
Donc, c'était le deuxième rendez-vous de la semaine thématique engagement et participation citoyenne que vous retrouverez dès la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube qui fait une concurrence aux chaînes de séries américaines et françaises. Et bien évidemment, nous allons travailler également à une synthèse écrite que nous ferons passer avec grand plaisir avec tous les points clés que nous avons pu aborder. Il me reste comme toujours à remercier Héloïse Thibault qui, au sein de mon équipe, fait un excellent travail sur le Club des petites villes de demain. On espère que ce rendez-vous vous a intéressé, vous a inspiré. Et notre prochain rendez-vous est prévu demain à 14 h pour parler à nouveau comment construire le projet de territoire en collectif avec notamment le maire de Melle dans les Deux-Sèvres et également participation du CEREMA et de Petites Cités de Caractère. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet Petite Ville de demain de l'ANCT. Si vous ne le connaissez pas encore, mettez-le dans vos favoris. On y met beaucoup d'informations au fil de l'eau et d'actualités dans lesquelles nous espérons que vous trouverez des éléments utiles. Comme toujours, si vous avez des questions, besoin d'accompagnement, rapprochez-vous du préfet de l'État et de ses services qui sont les délégués territoriaux de l'ANCT et qui sauront vous épauler au mieux. Et encore, merci à toutes et à tous et bon après-midi. Et merci pour l'invitation. Au revoir. à tous. Au revoir. Au revoir.